Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur la réalité est faux? Et si je vous disais que deux particules, séparées par des milliards d'années-lumière, peuvent communiquer instantanément, sans aucun signal, sans aucune onde, sans rien qui voyage entre elles? Et si je vous disais que le plus grand génie du XXe siècle, Albert Einstein lui-même, a qualifié ce phénomène d'action fantomatique à distance, et qu'il a passé les 30 dernières années de sa vie à essayer de prouver que c'était impossible? Et si je vous disais qu'il avait tort, complètement tort? Ce soir, nous allons entreprendre le voyage le plus profond, le plus vertigineux, le plus bouleversant dans les mystères de l'univers. Nous allons parler de l'intrication quantique. Et quand nous aurons terminé, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Imaginez ceci. Vous tenez 2 pièces de monnaie dans vos mains. Vous en envoyez une à New York et l'autre sur Mars. Ces 2 pièces sont séparées par des millions de kilomètres. Maintenant, vous retournez la pièce à New York et au moment exact où elle atterrit sur face, la pièce sur Mars, instantanément, sans aucun délai, atterrit sur pile. Pas de signal radio, pas de rayon lumineux, pas de connexion physique d'aucune sorte. Et pourtant, elles sont connectées. Comment est-ce possible? Comment l'univers fait-il cela? C'est la question qui a hanté les physiciens pendant près d'un siècle. Et la réponse est bien plus terrifiante que vous ne pourriez l'imaginer. Avant de plonger dans ce gouffre, et croyez-moi, ce gouffre est profond, laissez-moi partager avec vous quelques faits qui vont vous donner le vertige. Premier fait. Des particules intriquées ont été testées sur une distance de 1200 km à l'aide de satellites, et elles communiquent toujours instantanément. Deuxième fait. Le prix Nobel de physique de 2022 a été décerné spécifiquement pour avoir prouvé que l'intrication est réelle. Troisième fait. L'intrication quantique pourrait être la raison pour laquelle vous existez, car elle pourrait jouer un rôle dans l'ADN, la photosynthèse, et la conscience elle-même. Quatrième fait. Certains scientifiques pensent que l'intrication prouve que nous vivons dans une simulation. Cinquième fait. L'intrication pourrait permettre la téléportation, et elle l'a déjà fait pour des particules. Sixième fait. Einstein a combattu l'intrication toute sa vie et il a perdu. Septième fait. L'intrication pourrait connecter les trous noirs à travers l'univers. Commencez-vous à voir pourquoi les scientifiques sont terrifiés? Si vous êtes le genre de personne qui adore avoir l'esprit soufflé par les mystères de l'univers, vous êtes exactement au bon endroit. Ce documentaire va vous emmener dans un voyage qui commence avec les fondements de la physique et se termine aux frontières même de la réalité. Laissez un commentaire maintenant. Pensez-vous que l'univers est plus étrange que nous pouvons l'imaginer ou plus étrange que nous ne pouvons pas l'imaginer? Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et découvrons ensemble les secrets les plus profonds du cosmos. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'intrication quantique terrifie les plus grands esprits de la planète, nous devons remonter dans le temps. Bien loin dans le temps, au moment où la physique s'est brisée. Pendant plus de 200 ans, les êtres humains ont vécu dans un univers confortable, un univers qui avait du sens, un univers qui obéissait à des règles claires, prévisibles, rassurantes. Et l'homme responsable de cette vision du monde s'appelait Isaac Newton. En 1687, Newton a publié ses Principia Mathematica, un ouvrage qui allait transformer notre compréhension de l'univers pour toujours. Newton nous a donné les lois du mouvement
et la loi de la gravitation universelle. Et avec ces lois, soudainement, le cosmos entier avait du sens. La pomme tombe de l'arbre parce que la gravité l'attire vers la Terre. La Lune orbite autour de la Terre parce que la même force de gravité la maintient en place. Les planètes tournent autour du Soleil selon des trajectoires précises que l'on peut calculer avec une exactitude parfaite. L'univers de Newton était une horloge magnifique, une machine parfaite où chaque engrenage s'emboîtait avec une précision extraordinaire. Et cette vision était incroyablement puissante. Si vous connaissiez la position et la vitesse de chaque particule dans l'univers à un instant donné, vous pourriez, en théorie, calculer exactement où chaque particule serait à n'importe quel moment futur. Vous pourriez prédire l'avenir avec une certitude absolue. Le mathématicien français Pierre-Simon Laplace a poussé cette idée jusqu'à son ultime conclusion. Il a imaginé un être que nous appelons aujourd'hui le démon de Laplace, une intelligence suffisamment vaste pour connaître la position et la vitesse de chaque atome dans l'univers. Un tel être, disait Laplace, pourrait prédire tout ce qui se passera jamais et tout ce qui s'est jamais passé. L'avenir serait aussi transparent que le passé. Il n'y aurait aucun mystère, aucune incertitude, aucune surprise. L'univers serait un livre déjà écrit et il suffirait de savoir lire. Pendant 2 siècles, les scientifiques ont vécu avec cette certitude. Ils pensaient comprendre les règles fondamentales du jeu. Oh, il y avait encore des détails à régler, bien sûr. De nouvelles planètes à découvrir, de nouvelles réactions chimiques à comprendre, de nouvelles espèces à cataloguer. Mais les règles de base semblaient fixées, immuables, éternelles. Lord Kelvin, l'un des plus grands physiciens du XIXe siècle, aurait déclaré vers la fin des années 1890 que la physique était essentiellement terminée, qu'il ne restait plus que quelques petits nuages à l'horizon. 2 petits problèmes mineurs à résoudre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces 2 petits nuages allaient déclencher la plus grande révolution intellectuelle de l'histoire de l'humanité. Ces 2 petits problèmes allaient détruire tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. Le premier de ces problèmes s'appelait le rayonnement du corps noir. Et pour comprendre pourquoi c'était un problème, imaginez un four parfaitement fermé, chauffé à une certaine température. À l'intérieur de ce four, les parois émettent un rayonnement électromagnétique de la lumière, si vous voulez, à différentes fréquences. Les physiciens pouvaient mesurer exactement combien de rayonnements étaient émis à chaque fréquence. Et quand ils ont essayé de calculer ce rayonnement en utilisant les lois de la physique classique, ils ont obtenu un résultat absurde. Les équations prédisaient que le four devrait émettre une quantité infinie d'énergie aux hautes fréquences. Infinie. Ce qui est évidemment impossible. Un four ne produit pas une quantité infinie d'énergie. Vous le sauriez si c'était le cas. Ce problème a été baptisé la catastrophe ultraviolette et il a fait perdre le sommeil aux meilleurs physiciens du monde. En 1900, un physicien allemand nommé Max Planck a proposé une solution. Mais c'était une solution désespérée, une solution qu'il n'aimait pas lui-même, une solution qui allait changer le cours de l'histoire. Planck a suggéré que l'énergie n'est pas émise de manière continue, comme le supposait la physique classique. Au lieu de cela, l'énergie est émise en petits paquets discrets, en petites portions, qu'il a appelées des quanta. C'est comme si l'énergie n'était pas un fleuve continu, mais plutôt une série de gouttes. Cette idée semblait bizarre,
contre-intuitive, presque arbitraire. Planck lui-même l'a qualifiée d'acte de désespoir. Il ne pensait pas que l'énergie était réellement quantifiée. Il pensait que c'était juste un truc mathématique, une astuce de calcul qui donnerait les bons résultats. Il s'attendait à ce que quelqu'un trouve la vraie explication plus tard. Mais la vraie explication ne viendrait jamais, parce que Planck avait raison. L'énergie est quantifiée, et cette découverte allait ouvrir les portes d'un monde que personne n'avait jamais imaginé. 5 ans plus tard, en 1905, un jeune employé d'un bureau des brevets à Berne, en Suisse, a publié 4 articles qui allaient changer la physique pour toujours. Son nom était Albert Einstein, et l'un de ses articles portait sur l'effet photoélectrique. Quand vous éclairez un métal avec de la lumière, des électrons sont éjectés de la surface du métal. La physique classique ne pouvait pas expliquer ce phénomène correctement. La lumière, selon la théorie classique, est une onde. Et la quantité d'énergie transmise par une onde devrait dépendre de son intensité, de son amplitude, pas de sa fréquence. Mais les expériences montraient exactement le contraire. C'était la fréquence de la lumière qui comptait, pas son intensité. Einstein a résolu ce mystère en reprenant l'idée de Planck et en allant encore plus loin. Il a proposé que la lumière elle-même est composée de petits paquets d'énergie, des particules de lumière qu'il a appelées des photons. Chaque photon porte une quantité d'énergie proportionnelle à sa fréquence. Et quand un photon frappe un électron, il lui transfère toute son énergie d'un coup, comme une bille qui frappe une autre bille. Maintenant, pensez à l'ironie de cette situation. Einstein, le même homme qui allait devenir le plus féroce adversaire de la mécanique quantique, le même homme qui allait qualifier l'intrication quantique d'actions fantomatiques à distance et la rejeter comme absurde, cet homme-là a contribué à créer la mécanique quantique. Il a posé l'une des premières pierres de l'édifice qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de démolir. Cette ironie est l'un des fils conducteurs de notre histoire, et elle va résonner jusqu'à la toute fin. L'idée que la lumière est à la fois une onde et une particule était profondément troublante. Pendant des siècles, les physiciens avaient débattu de la nature de la lumière. Newton pensait que la lumière était faite de particules. Thomas Young, avec son expérience des fentes doubles en 1801, avait prouvé que la lumière est une onde, grâce aux motifs d'interférence qu'il observait. James Clerk Maxwell avait développé ces magnifiques équations de l'électromagnétisme qui décrivaient la lumière comme une onde électromagnétique. Et maintenant, Einstein venait dire que la lumière est aussi une particule. Comment quelque chose peut-il être à la fois une onde et une particule? Ce sont deux choses complètement différentes. Une onde est étendue dans l'espace, elle se propage, elle interfère avec d'autres ondes. Une particule est localisée, ponctuelle, elle rebondit sur d'autres particules. Comment quelque chose peut-il être les deux à la fois? C'est comme si je vous disais qu'un chat est aussi un chien. Cela n'a aucun sens, et pourtant, c'est exactement ce que la nature nous dit. La lumière est les deux, en même temps. Et ce n'est pas seulement la lumière. En 1924, un jeune physicien français nommé Louis de Broglie a fait une proposition audacieuse dans sa thèse de doctorat. Si la lumière, qui est normalement considérée comme une onde, peut se comporter comme une particule, alors pourquoi les particules, qui sont normalement considérées comme des objets ponctuels, ne pourraient-elles pas se comporter comme des ondes?
de Broglie a proposé que chaque particule de matière, chaque électron, chaque proton, chaque atome possède une longueur d'onde associée. Plus la particule est lourde et rapide, plus sa longueur d'onde est courte. Pour les objets du quotidien, comme un ballon de football ou une voiture, cette longueur d'onde est si incroyablement minuscule qu'elle est totalement imperceptible. Mais pour les particules subatomiques, comme les électrons, cette longueur d'onde est significative et elle peut être observée. Quelques années plus tard, Clinton Davisson et Lester Germer ont confirmé expérimentalement la théorie de Broglie en montrant que des électrons créent des motifs d'interférence, exactement comme des ondes. La dualité onde-particule n'était pas limitée à la lumière. Toute la matière est à la fois onde et particule. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela signifie. Vous, assis là en ce moment, en train d'écouter ou de lire ces mots, vous êtes à la fois une collection de particules et un ensemble d'ondes. Les atomes qui composent votre corps, les électrons qui circulent dans vos neurones, les photons qui frappent vos yeux en ce moment, tout cela est à la fois particules et ondes. Vous n'êtes pas seulement fait de matière solide. Vous êtes aussi un motif d'onde vibrant dans le tissu de la réalité. Et si cela vous semble étrange, accrochez-vous, car nous ne faisons que commencer. En 1913, le physicien danois Niels Bohr avait proposé un nouveau modèle de l'atome qui incorporait les idées quantiques. Dans le modèle de Bohr, les électrons ne peuvent pas orbiter autour du noyau à n'importe quelle distance. Ils sont confinés à des orbites spécifiques, des niveaux d'énergie discrets. Un électron peut être dans la première orbite ou dans la deuxième orbite, mais jamais entre les deux. Et quand un électron passe d'une orbite à une autre, il ne traverse pas l'espace intermédiaire. Il saute instantanément d'une orbite à l'autre, comme si l'espace entre les orbites n'existait pas. C'est ce que les physiciens appellent un saut quantique. L'électron est ici, puis il est là, et il n'a jamais été nulle part entre les deux. Pas de transition graduelle, pas de mouvement continu, juste un saut instantané d'un état à un autre. Si vous trouvez cela difficile à accepter, vous êtes en bonne compagnie. Les meilleurs esprits du XXe siècle ont lutté avec cette idée pendant des décennies. Puis, en 1925 et 26, deux formulations mathématiques de la mécanique quantique ont émergé presque simultanément. Werner Heisenberg, un jeune physicien allemand, a développé ce qu'on appelle la mécanique matricielle. Erwin Schrödinger, un physicien autrichien, a développé la mécanique ondulatoire, centrée sur sa fameuse équation de Schrödinger. Les deux approches semblaient très différentes, mais il a été rapidement démontré qu'elles étaient mathématiquement équivalentes. Elles décrivaient les mêmes phénomènes de deux manières différentes. Mais ce qu'elles décrivaient était profondément troublant. L'équation de Schrödinger introduisait la notion de fonction d'onde. Chaque particule est décrite par une fonction d'onde, notée psi, qui se propage dans l'espace et le temps comme une onde. Mais que représente cette fonction d'onde? Schrödinger pensait initialement qu'elle représentait une sorte de distribution de charge, la particule étant littéralement étalée dans l'espace comme une onde. Mais Max Born, un autre physicien allemand, a proposé une interprétation radicalement différente. Selon Born, la fonction d'onde ne décrit pas directement la particule elle-même. Elle décrit la probabilité de trouver la particule à un endroit donné. Plus précisément, le carré de l'amplitude de la fonction d'onde à un point donné vous donne la probabilité de trouver la particule
à cet endroit si vous la cherchez. La particule n'est nulle part en particulier. Elle existe dans un nuage de probabilités, un brouillard de possibilités, jusqu'au moment où vous effectuez une mesure. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que la particule apparaît à un endroit précis. Laissez-moi reformuler cela, car c'est absolument crucial pour la suite de notre histoire. Selon la mécanique quantique, avant que vous ne regardiez une particule, avant que vous n'effectuiez une mesure, la particule n'a pas de position définie. Elle n'est pas quelque part de précis. Elle est, d'une certaine manière, partout à la fois, avec différentes probabilités d'être à différents endroits. Et c'est ce qu'on appelle la superposition. La particule est dans une superposition de toutes les positions possibles. Et ce n'est pas parce que nous ne savons pas où elle est. Ce n'est pas un problème de connaissance ou d'ignorance. La particule n'a littéralement pas de position définie. La réalité elle-même est indéterminée au niveau quantique. En 1927, Heisenberg a formalisé une autre conséquence bouleversante de la mécanique quantique avec son célèbre principe d'incertitude. Ce principe stipule qu'il est fondamentalement impossible de connaître simultanément et avec une précision parfaite à la fois la position et la vitesse d'une particule. Plus vous mesurez précisément sa position, moins vous pouvez connaître sa vitesse, et vice-versa. Ce n'est pas une limitation de nos instruments de mesure. Ce n'est pas que nos microscopes ne sont pas assez bons. C'est une propriété fondamentale de la nature elle-même. L'univers, à son niveau le plus profond, est intrinsèquement flou, intrinsèquement incertain. Il y a une limite à ce que l'on peut savoir, et cette limite est inscrite dans les lois mêmes de la physique. Le démon de Laplace est mort. Le rêve d'un univers parfaitement prévisible, d'un cosmos qui fonctionne comme une horloge, s'est évaporé. L'univers n'est pas déterministe. Il ne fonctionne pas selon des certitudes. Il fonctionne selon des probabilités. Dieu joue au dé, pour reprendre la métaphore qu'Einstein détestait tant. Et c'est ici, à ce moment précis de l'histoire, que l'horreur commence. Niels Bohr et Werner Heisenberg, basés à Copenhague, ont développé ce qui allait devenir l'interprétation dominante de la mécanique quantique, connue sous le nom d'interprétation de Copenhague. Et cette interprétation est, franchement, la chose la plus radicale que la science ait jamais proposée. Selon l'interprétation de Copenhague, avant qu'une mesure ne soit effectuée, un système quantique existe dans une superposition de tous les états possibles. Un électron n'a pas de position définie, un photon n'a pas de polarisation définie, un atome radioactif n'est ni désintégré ni intact. Toutes les possibilités coexistent simultanément dans la fonction d'onde. Et puis, au moment où une mesure est effectuée, quelque chose de mystérieux se produit. La fonction d'onde s'effondre. Instantanément, la superposition disparaît et le système prend un état défini. L'électron apparaît à un endroit précis. Le photon a une polarisation spécifique. L'atome est soit désintégré, soit intact. Avant la mesure, toutes les possibilités étaient réelles. Après la mesure, une seule possibilité survit. Pensez à ce que cela signifie. L'univers ne décide pas ce qui est réel tant que personne ne regarde. La réalité, au niveau le plus fondamental, n'existe pas de manière indépendante de l'observation. C'est l'acte d'observer, l'acte de mesurer, qui force la réalité à prendre une forme définie. Sans observation, il n'y a que des possibilités, des fantômes de réalité, des ombres de ce qui pourrait être. Et c'est seulement quand quelqu'un regarde que les ombres deviennent solides.
Pour illustrer l'absurdité apparente de cette situation, Erwin Schrödinger a proposé en 1935 sa fameuse expérience de pensée, connue sous le nom du chat de Schrödinger. Imaginez un chat enfermé dans une boîte opaque. À l'intérieur de la boîte, il y a un dispositif diabolique. Un atome radioactif est connecté à un compteur Geiger, qui est lui-même connecté à un flacon de poison. Si l'atome se désintègre, le compteur Geiger le détecte, le flacon de poison se brise et le chat meurt. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste vivant. Selon la physique classique, l'atome est soit désintégré, soit intact, et donc le chat est soit mort, soit vivant. Nous ne savons simplement pas lequel tant que nous n'ouvrons pas la boîte. Mais selon la mécanique quantique, avant que la boîte ne soit ouverte, l'atome est dans une superposition d'états. Il est à la fois désintégré et intact, et par conséquent, le chat est à la fois mort et vivant, simultanément. Le chat existe dans une superposition de deux états, mort et vivant, jusqu'au moment où quelqu'un ouvre la boîte et regarde. Schrödinger n'a pas proposé cette expérience de pensée parce qu'il croyait que les chats pouvaient être à la fois morts et vivants. Il l'a proposé pour montrer à quel point l'interprétation de Copenhague était absurde quand on l'appliquait au monde macroscopique. Comment un chat peut-il être mort et vivant en même temps? C'est ridicule, c'est insensé, et pourtant, c'est exactement ce que les mathématiques de la mécanique quantique prédisent, et chaque expérience que nous avons réalisée depuis confirme que les mathématiques ont raison. La superposition est réelle. Au moins au niveau des particules subatomiques, les objets existent vraiment dans plusieurs états à la fois jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée. Maintenant, gardez tout cela en tête, car nous en aurons besoin. La superposition, l'effondrement de la fonction d'onde, le rôle de l'observation. Ces concepts sont les fondations sur lesquelles repose l'intrication quantique. Et pour comprendre l'intrication, pour comprendre pourquoi elle terrifie les scientifiques, nous devons d'abord comprendre l'homme qui l'a combattue avec le plus de férocité, Albert Einstein. Einstein n'aimait pas la mécanique quantique. Oh, il reconnaissait que c'était une théorie incroyablement puissante. Il savait que les prédictions de la mécanique quantique étaient d'une précision stupéfiante. Mais il détestait son interprétation. Il détestait l'idée que l'univers soit fondamentalement aléatoire. Il détestait l'idée que les particules n'aient pas de propriétés définies avant d'être mesurées. Et il détestait surtout l'idée que l'observation joue un rôle dans la création de la réalité. Pour Einstein, la physique était censée décrire une réalité objective qui existe indépendamment de tout observateur. La Lune est là même quand personne ne la regarde. Les électrons ont des positions définies même quand personne ne les mesure. L'idée que la réalité dépende de l'observation lui semblait non seulement absurde, mais presque obscène. Dieu ne joue pas au dé, disait-il. L'univers doit être rationnel, déterministe, compréhensible. Les débats entre Einstein et Bohr sont devenus légendaires. Ils ont eu lieu principalement lors des conférences Solvay, ces rassemblements des plus grands esprits scientifiques du monde. Et ces débats n'étaient pas de polydiscussions académiques. C'étaient des batailles intellectuelles féroces, des combats de titans. Einstein arrivait avec une nouvelle expérience de pensée, un nouveau paradoxe conçu pour révéler une contradiction dans la mécanique quantique. Et Bohr, souvent après une nuit blanche de réflexion intense, trouvait la faille dans l'argument d'Einstein. À chaque conférence, Einstein attaquait.
À chaque conférence, Bohr défendait. Et à chaque conférence, Bohr gagnait. Mais Einstein ne se rendait jamais. En 1935, Einstein a lancé ce qu'il croyait être son attaque définitive. Avec 2 collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, il a publié un article qui allait devenir l'un des plus célèbres de l'histoire de la physique. L'article s'intitulait « La description de la réalité physique par la mécanique quantique peut-elle être considérée comme complète ?» C'est ce qu'on appelle le paradoxe EPR, du nom des initiales des 3 auteurs. Et c'est dans cet article que l'intrication quantique est née. Non pas comme une célébration, mais comme une accusation. Einstein n'essayait pas de prouver que l'intrication existe. Il essayait de prouver que l'intrication est si absurde que la mécanique quantique devait être incomplète. Voici l'argument d'Einstein, simplifié mais fidèle à son essence. Imaginez 2 particules qui interagissent, puis s'éloignent l'une de l'autre. Selon la mécanique quantique, ces 2 particules peuvent devenir intriquées. Cela signifie que leurs propriétés sont corrélées d'une manière très spéciale. Par exemple, si vous mesurez le spin d'une particule et trouvez qu'il est orienté vers le haut, alors le spin de l'autre particule sera instantanément orienté vers le bas, peu importe la distance qui les sépare. Et cela se produit instantanément, pas à la vitesse de la lumière, instantanément. Au moment exact où vous mesurez la première particule, la seconde prend un état défini. Einstein a dit « Regardez cette absurdité ». Selon la mécanique quantique, avant la mesure, aucune des 2 particules n'a de spin défini. Elles sont toutes les 2 dans une superposition, spin vers le haut et spin vers le bas simultanément. Mais quand vous mesurez une particule à Paris et trouvez son spin vers le haut, l'autre particule qui se trouve peut-être à Tokyo ou sur Alpha du Centaure ou à l'autre bout de l'univers prend instantanément un spin vers le bas. Comment la deuxième particule sait-elle que la première a été mesurée? Comment l'information voyage-t-elle instantanément à travers l'espace? Rien ne peut voyager plus vite que la lumière. C'est le fondement même de la relativité restreinte, la théorie qu'Einstein lui-même avait créée. Donc, soit la mécanique quantique est fausse, soit quelque chose voyage plus vite que la lumière, soit, et c'est ce qu'Einstein croyait, les particules avaient des propriétés définies depuis le début. Einstein préférait la 3e option. Il pensait que les particules avaient des propriétés définies avant la mesure, que nous ne connaissions simplement pas. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse des variables cachées. Selon cette hypothèse, quand les 2 particules se séparent, chacune emporte avec elle une instruction cachée qui détermine le résultat de toute mesure future. C'est comme si vous mettiez un gant gauche dans une boîte et un gant droit dans une autre boîte. Puis vous envoyez les boîtes aux 2 extrémités du monde. Quand vous ouvrez une boîte et trouvez le gant gauche, vous savez instantanément que l'autre boîte contient le gant droit. Pas de magie, pas d'action fantomatique. Juste une corrélation établie à l'avance. Einstein pensait que l'intrication quantique fonctionnait de la même manière. Les particules portent des variables cachées, des instructions secrètes que nous ne pouvons pas voir, qui prédéterminent les résultats de toutes les mesures possibles. La mécanique quantique, selon Einstein, n'est pas fausse, elle est simplement incomplète. Il manque quelque chose, les variables cachées, et une fois que nous les aurons trouvées, tout redeviendra rationnel et prévisible.
Bohr a répondu « comme toujours ». Et sa réponse était, comme toujours, subtile et profonde. Bohr a argué que le raisonnement d'Einstein reposait sur des hypothèses classiques qui ne s'appliquent tout simplement pas au monde quantique. On ne peut pas parler des propriétés d'une particule indépendamment du dispositif de mesure utilisé pour les observer. La réalité quantique n'est pas comme la réalité classique. Les concepts de position, de vitesse, de spin n'ont de sens que dans le contexte d'une mesure spécifique. Essayer de raisonner sur les propriétés d'une particule avant la mesure, c'est comme essayer de demander quelle est la couleur d'une note de musique. La question n'a pas de sens, et pendant presque 30 ans, ce débat est resté bloqué. Einstein pensait que des variables cachées existaient. Bohr pensait qu'elles n'existaient pas. Et personne ne pouvait concevoir une expérience pour trancher la question. Le débat semblait être purement philosophique, sans conséquences pratiques. Deux interprétations différentes de la même théorie, donnant exactement les mêmes prédictions expérimentales. Quelle importance cela avait-il de savoir si les particules avaient des propriétés définies avant la mesure ou non? Si les deux points de vue prédisaient exactement les mêmes résultats pour chaque expérience possible. Mais alors, un homme est venu qui a changé tout cela. Un homme tranquille, modeste, travaillant au CERN à Genève. Un homme qui, de jour, faisait de la physique des particules et de nuit, réfléchissait aux fondements de la réalité. Son nom était John Stuart Bell. Et ce qu'il a découvert en 1964 est peut-être la découverte la plus profonde de l'histoire de la physique. Nous sommes sur le point d'entrer dans la partie de l'histoire où les choses deviennent vraiment folles. Si vous êtes encore là, et j'espère que vous l'êtes, vous êtes sur le point de comprendre quelque chose que 99% des gens sur cette planète ne comprendront jamais. Si vous connaissez quelqu'un qui aime la science, partagez ce documentaire avec cette personne. Croyez-moi, elle vous remerciera. Maintenant, parlons de l'homme qui a prouvé qu'Einstein avait tort. John Bell était un physicien irlandais né à Belfast en 1928. Il n'avait pas l'aura de célébrité d'Einstein ou de Bohr. Il ne faisait pas les gros titres des journaux. Il ne posait pas pour des photos avec des cheveux ébouriffés et un regard pénétrant. C'était un homme calme, réfléchi, méticuleux, qui travaillait discrètement sur les problèmes les plus fondamentaux de la physique pendant que le monde scientifique s'intéressait à d'autres choses. Dans les années 60, la plupart des physiciens considéraient que les questions sur les fondements de la mécanique quantique étaient résolues, ou du moins qu'elles n'avaient pas d'importance pratique. Fermez-la et calculez, comme le disait la plaisanterie qui résumait l'attitude dominante. N'essayez pas de comprendre la mécanique quantique, utilisez-la simplement. Elle donne les bonnes réponses. Pourquoi s'inquiéter de ce qu'elle signifie? Bell n'acceptait pas cette attitude. Il voulait comprendre. Il voulait savoir si Einstein avait raison, si des variables cachées existaient, ou si Bohr avait raison, si la réalité quantique était vraiment aussi étrange qu'elle le semblait. Et en 1964, il a publié un court article, modeste en apparence mais gigantesque en implication, dans lequel il a fait quelque chose de remarquable. Il a transformé un débat philosophique en une question expérimentale, testable. Voici ce que Bell a fait, exprimé de la manière la plus simple possible. Bell a dit « Très bien, supposons qu'Einstein ait raison. Supposons que les particules ont des propriétés définies avant la mesure. Supposons que des variables cachées
existent, et supposons aussi que rien ne peut voyager plus vite que la lumière, ce que tout le monde accepte. Ces deux hypothèses combinées, le réalisme et la localité, constituent ce qu'on appelle le réalisme local. Le réalisme local dit que les objets ont des propriétés définies, qu'on les regarde ou non, et qu'aucune influence ne peut se propager plus vite que la lumière. Bell a montré mathématiquement que si le réalisme local est vrai, alors les corrélations entre les mesures effectuées sur deux particules intriquées ont une limite supérieure. Il existe une borne, un plafond, que les corrélations ne peuvent pas dépasser si le monde fonctionne selon les règles du réalisme local. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de Bell. Et voici la partie cruciale. Bell a ensuite montré que la mécanique quantique prédit des corrélations qui dépassent cette limite. Selon la mécanique quantique, les corrélations entre particules intriquées sont plus fortes que ce que le réalisme local permet. Les corrélations quantiques violent l'inégalité de Bell. Comprenez-vous la portée de cette découverte? Bell a essentiellement créé un test pour la nature de la réalité elle-même. Si l'inégalité de Bell est respectée dans les expériences, alors Einstein avait raison, le monde est normal, les particules ont des propriétés définies et rien de mystérieux ne se passe. Mais si l'inégalité de Bell est violée dans les expériences, alors le réalisme local est faux. Soit les particules n'ont pas de propriétés définies avant la mesure, soit quelque chose peut communiquer plus vite que la lumière, soit les deux. Dans tous les cas, le monde est bien plus étrange que quiconque l'avait imaginé. Pour la première fois dans l'histoire, on pouvait mettre la réalité elle-même dans un laboratoire et lui poser la question directement. Qu'est-ce que tu es? Es-tu normale et rassurante, comme Einstein le croyait? Ou es-tu folle et terrifiante, comme Bohr le suggérait? La question n'était plus philosophique. Elle était expérimentale. Il suffisait de construire l'expérience. Mais construire cette expérience n'était pas simple. Il fallait créer des paires de particules intriquées, les séparer, mesurer leurs propriétés selon des angles choisis au hasard et comparer les résultats avec une précision suffisante pour voir si l'inégalité de Bell était violée ou non. Dans les années 60, la technologie n'était pas à la hauteur du défi. Il faudrait presque 20 ans avant que quelqu'un ne parvienne à réaliser une expérience convaincante. Mais la graine avait été plantée et elle allait germer. Le premier à relever le défi de manière sérieuse fut John Clauser, un physicien américain qui, dans les années 70, a réalisé les premières expériences véritablement significatives pour tester l'inégalité de Bell. Clauser et son collaborateur Stuart Friedman ont utilisé des atomes de calcium excités qui émettent des paires de photons intriqués. En mesurant la polarisation de ces photons selon différents angles, ils pouvaient tester si les corrélations observées respectaient ou violaient l'inégalité de Bell. Et les résultats étaient clairs. L'inégalité de Bell était violée. Les corrélations étaient plus fortes que ce que le réalisme local permettait. L'univers avait parlé, et ce qu'il disait était troublant. Mais l'expérience de Clauser avait des failles, des lacunes que les sceptiques pouvaient exploiter pour remettre en question les résultats. En 1982, un physicien français nommé Alain Aspect a réalisé l'expérience qui allait marquer un tournant. L'expérience d'Aspect est devenue légendaire dans l'histoire de la physique, et pour une bonne raison. Aspect et son équipe, travaillant à l'Institut d'optique à Orsay, près de Paris, ont utilisé des atomes de calcium pour
pour produire des paires de photons intriqués, similaires à ceux de Clauser. Mais l'innovation cruciale d'Aspect était la suivante. Dans les expériences précédentes, les angles de mesure étaient fixés à l'avance. Les sceptiques pouvaient argumenter que les détecteurs étaient, d'une certaine manière, prédéterminés, que les particules savaient à l'avance quel angle de mesure serait utilisé et ajustaient leurs propriétés en conséquence. Pour éliminer cette objection, Aspect a introduit un système de commutation rapide. Les angles de mesure étaient changés de manière aléatoire pendant que les photons étaient en vol. Les photons avaient déjà quitté la source et étaient en route vers les détecteurs quand la décision de mesure était prise. Il n'y avait aucun moyen pour les photons de savoir à l'avance quel angle serait choisi. Les résultats de l'expérience d'Aspect étaient spectaculaires. L'inégalité de Bell était clairement et nettement violée. Les corrélations entre les photons intriqués étaient exactement celles prédites par la mécanique quantique, et elles dépassaient largement la limite imposée par le réalisme local. L'univers avait parlé encore une fois, et cette fois, sa voix était plus forte et plus claire que jamais. L'intrication est réelle. Les corrélations entre particules intriquées sont plus fortes que tout ce qui peut être expliqué par des variables cachées et la localité. Le réalisme local est mort. Mais les scientifiques sont prudents par nature. Ils n'acceptent pas facilement les conclusions, surtout quand ces conclusions sont aussi bouleversantes. Plusieurs lacunes ou failles ont été identifiées dans les expériences existantes, et chacune offrait une porte de sortie potentielle pour ceux qui voulaient sauver le réalisme local. La première faille était la faille de localité. Dans l'expérience d'Aspect, bien que la commutation des angles soit rapide, elle n'était pas parfaitement aléatoire. Il était théoriquement possible que les détecteurs s'influencent mutuellement d'une manière subtile. Pour fermer cette faille, il fallait séparer les détecteurs d'une distance suffisante et s'assurer que la commutation des angles soit véritablement aléatoire et plus rapide que le temps nécessaire à la lumière pour voyager d'un détecteur à l'autre. La deuxième faille était la faille de détection. Les détecteurs utilisés dans les expériences n'étaient pas parfaits. Ils ne détectaient qu'une fraction des photons émis. Les sceptiques pouvaient argumenter que les photons non détectés se comportaient différemment des photons détectés, et que si tous les photons avaient été détectés, l'inégalité de Bell n'aurait pas été violée. C'est un argument subtil, mais logiquement valide. Pour fermer cette faille, il fallait des détecteurs suffisamment efficaces pour capturer la grande majorité des photons. La troisième faille, et peut-être la plus troublante, était la faille du libre choix. Peut-être que les choix des angles de mesure n'étaient pas vraiment libres. Peut-être qu'ils étaient prédéterminés depuis le début de l'univers, corrélés avec les propriétés des particules d'une manière que nous ne pouvons pas voir. C'est l'argument du superdéterminisme, et nous y reviendrons plus tard, car il est l'une des options les plus terrifiantes sur la table. Pendant les décennies qui ont suivi l'expérience d'Aspect, des physiciens du monde entier se sont efforcés de fermer ces failles, une par une. Chaque nouvelle expérience était plus sophistiquée, plus précise, plus convaincante que la précédente. Et chaque nouvelle expérience confirmait le même résultat. L'inégalité de Bell est violée. L'intrication est réelle. En 2015, une équipe dirigée par Ronald Hansen à l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas,
a réalisé la première expérience de Bell véritablement sans faille. L'expérience de Delft a fermé simultanément la faille de localité et la faille de détection. Les détecteurs étaient séparés de 1300 mètres, une distance suffisante pour s'assurer qu'aucun signal lumineux ne pouvait voyager de l'un à l'autre pendant la mesure. Les angles de mesure étaient choisis de manière véritablement aléatoire, à l'aide de générateurs de nombres aléatoires quantiques, et les détecteurs étaient suffisamment efficaces pour capturer presque tous les événements. Le résultat a été sans appel. L'inégalité de Bell était violée avec une signification statistique écrasante. Il n'y avait plus de place pour le doute. L'intrication quantique est réelle. Le réalisme local est faux. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2017, une expérience encore plus spectaculaire a été réalisée. On l'appelle le test de Bell cosmique. Au lieu d'utiliser des générateurs de nombres aléatoires pour choisir les angles de mesure, les scientifiques ont utilisé la lumière d'étoiles lointaines. Ils ont pointé des télescopes vers des étoiles situées à environ 600 années-lumière de la Terre et ont utilisé la couleur des photons reçus de ces étoiles pour déterminer les angles de mesure. Pourquoi? Parce que ces photons ont quitté ces étoiles il y a 600 ans. Les choix de mesure étaient donc déterminés par des événements qui se sont produits 6 siècles avant que l'expérience ne soit réalisée. Si même cela est prédéterminé, si les choix de mesure et les propriétés des particules sont corrélés depuis 600 ans, alors le superdéterminisme doit s'étendre sur des échelles de temps cosmique, ce qui rendrait toute notion de libre choix ou d'expérimentation scientifique dénuée de sens. Le résultat du test de Bell cosmique. L'inégalité de Bell est toujours violée. Même quand les choix de mesure sont déterminés par la lumière d'étoiles lointaines, les corrélations quantiques persistent. L'univers est intriqué depuis le commencement. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour leurs expériences avec des photons intriqués, établissant la violation des inégalités de Bell et ouvrant la voie à la science de l'information quantique. C'est la plus haute reconnaissance scientifique au monde. L'Académie royale des sciences de Suède a officiellement reconnu que la réalité n'est pas ce que nous pensions. Le réalisme local est mort. L'intrication est réelle. Et les implications sont vertigineuses. Anton Zeilinger, le 3e lauréat, a joué un rôle crucial dans le développement des applications pratiques de l'intrication. Il a été un pionnier de la téléportation quantique, de la cryptographie quantique et d'expériences de plus en plus ambitieuses testant les limites de l'intrication. Son travail a montré que l'intrication n'est pas seulement un phénomène fondamental de la physique. C'est aussi une ressource, un outil, quelque chose que nous pouvons utiliser pour faire des choses qui seraient impossibles dans un monde classique. Maintenant, nous avons établi que l'intrication est réelle. Les expériences l'ont confirmé de manière indiscutable. Mais qu'est-ce que l'intrication exactement? Nous en avons parlé en termes généraux avec des analogies de pièces de monnaie et de gants. Mais pour vraiment comprendre pourquoi ce phénomène est si terrifiant, nous devons aller plus profond. Nous devons comprendre ce que l'intrication est au niveau le plus fondamental. Et la première chose à faire est de dissiper certaines idées fausses très répandues. Idée fausse numéro 1. L'intrication quantique permet la communication plus rapide que la lumière. Non, ce n'est pas le cas.
Je sais que c'est ce que beaucoup de gens pensent. Je sais que c'est ce que beaucoup de documentaires de science-fiction suggèrent. Mais c'est faux. L'intrication ne permet pas d'envoyer des messages plus vite que la lumière. Et voici pourquoi. Quand vous mesurez une particule intriquée, vous obtenez un résultat aléatoire. Spin vers le haut ou spin vers le bas, avec une probabilité de 50% chacun. Et oui, la mesure de votre particule détermine instantanément l'état de la particule de votre partenaire. Mais votre partenaire, en mesurant sa particule, obtient aussi un résultat qui semble aléatoire. Il ou elle ne peut pas savoir si vous avez déjà mesuré votre particule ou non. Les résultats individuels de chaque côté sont parfaitement aléatoires. C'est seulement quand les deux partenaires comparent leurs résultats, ce qui nécessite une communication classique, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière ou moins, qu'ils peuvent voir les corrélations. Sans cette comparaison classique, les corrélations sont invisibles, donc l'intrication ne peut pas être utilisée pour envoyer des messages plus vite que la lumière. C'est ce qu'on appelle le théorème de non-communication, et c'est un résultat fondamental de la mécanique quantique. Idée fausse numéro 2. Les particules intriquées communiquent entre elles. Ce n'est pas exactement le bon mot. Les particules intriquées ne s'envoient pas de signaux. Il n'y a pas de message qui voyage de l'une à l'autre. Le phénomène est plus subtil que cela. Les corrélations entre les particules intriquées ne sont pas causées par un signal. Elles sont la réalité fondamentale elle-même. Les particules ne communiquent pas. Elles sont, d'une certaine manière, la même chose. Idée fausse numéro 3. L'intrication est rare et exotique. En fait, l'intrication est partout. Elle est incroyablement commune. Chaque fois que deux particules interagissent, il y a une chance qu'elles deviennent intriquées. L'intrication est probablement l'état le plus naturel de l'univers. C'est la non-intrication qui est l'exception. Alors, qu'est-ce que l'intrication, vraiment? Au niveau mathématique, l'intrication se produit quand l'état quantique de deux ou plusieurs particules ne peut pas être décrit indépendamment. Normalement, vous pouvez décrire l'état de chaque particule séparément. La particule A est dans tel état. La particule B est dans tel état. L'état du système total est simplement la combinaison des deux. Mais quand les particules sont intriquées, ce n'est plus possible. L'état du système total n'est pas simplement la combinaison des états individuels. Les particules partagent une seule fonction d'onde. Elles sont décrites par un état quantique unique, indivisible. Et les propriétés de l'une sont inextricablement liées aux propriétés de l'autre. Prenons un exemple concret. Considérons deux électrons qui sont intriqués de telle sorte que leur spin total est 0. Cela signifie que si l'un a un spin vers le haut, l'autre doit avoir un spin vers le bas, de sorte que les deux s'annulent. Maintenant, avant toute mesure, aucun des deux électrons n'a un spin défini. Chacun est dans une superposition de spin vers le haut et spin vers le bas. Mais, et c'est le point crucial, ils ne sont pas dans des superpositions indépendantes. Leurs superpositions sont corrélées. L'état du système est, en termes simplifiés, l'électron A a spin vers le haut et l'électron B a spin vers le bas, plus l'électron A a spin vers le bas et l'électron B a spin vers le haut. Les deux possibilités coexistent simultanément et elles sont entrelacées, intriquées. Quand vous mesurez l'électron A et trouvez spin vers le haut, l'état du système entier s'effondre instantanément.
la possibilité l'électron A à spin vers le bas et l'électron B à spin vers le haut disparaît. Il ne reste que l'électron A à spin vers le haut et l'électron B à spin vers le bas. Et donc l'électron B a maintenant un spin vers le bas, instantanément, peu importe où il se trouve dans l'univers. Utilisez cette analogie. Imaginez un livre très spécial. Si vous lisez le chapitre 3 de ce livre, le contenu du chapitre 7 change instantanément. Et si quelqu'un d'autre, à l'autre bout du monde, lit le chapitre 7, il trouve un contenu qui est parfaitement corrélé avec ce que vous avez lu dans le chapitre 3. Les chapitres ne sont pas indépendants. Ils font partie d'une histoire unique, indivisible. Vous ne pouvez pas décrire un chapitre sans faire référence à l'autre. Et si vous modifiez un chapitre en le lisant, l'autre chapitre se modifie en conséquence. Les deux chapitres sont intriqués. C'est exactement ce qui se passe avec les particules intriquées. Elles ne sont pas deux choses séparées qui communiquent. Elles sont une seule chose qui existe en deux endroits. Ou peut-être plus précisément, elles sont une seule fonction d'onde qui s'étend à travers l'espace. La séparation que nous voyons entre elles est, d'une certaine manière, une illusion. À un niveau plus profond, elles ne sont jamais séparées. Et cela peut se produire de bien des manières différentes. L'intrication de spin est l'exemple classique que nous venons de décrire. Mais il existe aussi l'intrication de polarisation qui concerne les photons. Quand un photon est polarisé horizontalement, son partenaire intriqué est polarisé verticalement et vice-versa. C'est le type d'intrication qui a été utilisé dans les expériences d'Aspect, de Clauser et de Zeilinger. Il existe aussi l'intrication énergie-temps, où le moment d'émission et l'énergie de deux photons sont corrélés de manière quantique. L'intrication de moments cinétiques, l'intrication de position et de moment. Chaque propriété quantique peut être intriquée. Et ce n'est pas limité à deux particules. Vous pouvez intriquer 3 particules, 4 particules, des dizaines de particules, des centaines de particules. Il existe des états intriqués à plusieurs particules, comme les états GHZ, nommés d'après Greenberger, Horn et Zeilinger, où 3 particules ou plus sont intriquées d'une manière qui n'a aucun analogue classique. Il existe des états en grappe où les particules sont intriquées selon des motifs géométriques spécifiques. Et plus vous ajoutez de particules à un état intriqué, plus les corrélations deviennent complexes et plus les phénomènes deviennent étranges. Comment crée-t-on des paires de particules intriquées dans un laboratoire? Il existe plusieurs méthodes. La plus courante pour les photons s'appelle la conversion paramétrique descendante spontanée. Un photon de haute énergie entre dans un cristal non linéaire spécial, comme un cristal de borate de barium, et se divise en 2 photons de moindre énergie. Ces 2 photons sont automatiquement intriqués. Leur énergie, leur moment cinétique et leur polarisation sont corrélés de manière quantique. C'est une source d'intrication extrêmement pratique et fiable. Et c'est la méthode utilisée dans la plupart des expériences modernes. Il existe aussi des cascades atomiques, où un atome excité émet 2 photons successivement en retournant à son état fondamental. Ces 2 photons sont naturellement intriqués. C'est la méthode utilisée dans les expériences originales de Clauser et d'Aspect. Les boîtes quantiques, des nanostructures semi-conductrices, peuvent aussi produire des paires de photons intriqués. Et chaque fois que des particules interagissent dans le monde quantique, il y a une possibilité
qu'elles deviennent intriquées. Les collisions entre électrons, les désintégrations de particules, les interactions entre atomes, tout cela peut produire de l'intrication. En fait, l'intrication pourrait être l'état par défaut de l'univers. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment profondes. Il y a une idée en physique théorique qui va complètement changer votre façon de voir l'univers. L'idée est la suivante. L'intrication ne se produit pas dans l'espace. L'intrication crée l'espace. Laissez-moi répéter. L'intrication ne se produit pas dans l'espace. L'intrication crée l'espace. En 2013, deux physiciens théoriciens, Juan Maldacena et Leonard Susskind, ont proposé une conjecture audacieuse connue sous le nom de ER égale EPR. Le nom fait référence à deux articles publiés par Einstein en 1935. Le premier, avec Nathan Rosen, décrivait les ponts d'Einstein-Rosen, ce que nous appelons aujourd'hui des trous de verre, des tunnels dans le tissu de l'espace-temps qui connectent deux régions éloignées de l'univers. Le second, avec Podolsky et Rosen, décrivait le paradoxe EPR, l'intrication quantique. Deux articles, deux phénomènes apparemment sans rapport. Mais Maldacena et Susskind ont suggéré quelque chose de stupéfiant. Ces deux phénomènes sont la même chose. Selon la conjecture ER égale EPR, chaque paire de particules intriquées est connectée par un trou de verre microscopique. Le tunnel dans l'espace-temps qui relie les deux particules est la manifestation géométrique de leur intrication quantique. L'intrication et la géométrie de l'espace-temps ne sont pas deux choses différentes. Elles sont deux descriptions de la même réalité profonde. Et si cette conjecture est correcte, ses implications sont vertigineuses. Cela signifie que le tissu même de l'espace-temps, la scène sur laquelle toute la physique se déroule, est tissé à partir d'intrications quantiques. L'espace n'est pas un conteneur vide dans lequel les choses existent. L'espace est fait de la connectivité quantique entre les choses. L'intrication est la colle qui maintient l'univers ensemble. Pensez à l'ironie. Les deux choses pour lesquelles Einstein est le plus célèbre, la relativité qui décrit la géométrie de l'espace-temps et sa critique de la mécanique quantique qui a conduit à la découverte de l'intrication, ces deux choses pourraient être une seule et même chose. L'espace-temps et l'intrication pourraient être les deux faces d'une même médaille. Le phénomène qu'Einstein a le plus détesté pourrait être la clé pour comprendre ce qu'il a le plus aimé. C'est peut-être la plus belle ironie de toute l'histoire de la science. Nous plongeons maintenant dans le cœur de notre documentaire. Nous avons établi ce qu'est l'intrication quantique. Nous avons vu comment elle a été découverte, débattue, testée et confirmée. Maintenant, nous allons explorer pourquoi elle terrifie les scientifiques. Et il ne s'agit pas d'une seule raison. Il y a de multiples raisons, chacune plus troublante que la précédente. Chacune remet en question un aspect fondamental de ce que nous croyons savoir sur la réalité. La première raison pour laquelle l'intrication terrifie les scientifiques est qu'elle implique que la réalité n'existe pas tant qu'elle n'est pas observée. Nous avons déjà effleuré cette idée avec l'interprétation de Copenhague, mais l'intrication la pousse à un tout autre niveau. Si les particules intriquées n'ont pas de propriétés définies avant la mesure, si leurs propriétés sont véritablement indéterminées jusqu'au moment de l'observation, alors qu'est-ce que cela signifie pour la réalité elle-même? Considérons l'expérience à choix retardé de John Archibald Wheeler. Wheeler était l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, un élève d'Einstein,
et le mentor de Richard Feynman. En 1978, il a proposé une expérience de pensée fascinante qui a ensuite été réalisée dans un laboratoire. L'expérience est une variante de l'expérience des doubles fentes, celle qui montre que les particules se comportent comme des ondes quand on ne les observe pas, créant un motif d'interférence, et comme des particules quand on les observe, créant deux bandes distinctes. Dans la version de Wheeler, vous envoyez un photon vers un dispositif qui lui offre deux chemins possibles. Vous pouvez choisir de placer ou non un détecteur qui révèle quel chemin le photon a pris. Si vous placez le détecteur, le photon se comporte comme une particule, passant par un seul chemin. Si vous ne placez pas le détecteur, le photon se comporte comme une onde, passant par les deux chemins simultanément et créant un motif d'interférence. Jusque-là, c'est l'expérience standard des doubles fentes. Mais voici la partie à choix retardé. Wheeler a proposé de retarder la décision de placer ou non le détecteur. Vous n'attendez pas que le photon soit en route, vous attendez qu'il ait presque atteint les détecteurs. Vous prenez la décision au tout dernier moment, après que le photon a déjà passé le point où il devait choisir entre un chemin et deux chemins. Et pourtant, le photon semble se comporter en accord avec votre décision tardive. Si vous décidez de placer le détecteur, le photon se comporte comme s'il avait pris un seul chemin. Si vous décidez de ne pas le placer, le photon se comporte comme s'il avait pris les deux chemins. C'est comme si le photon remontait le temps pour ajuster son comportement à votre choix futur. Votre décision, prise maintenant, semble affecter ce que le photon a fait dans le passé. Et les choses deviennent encore plus étranges avec l'expérience de la gomme quantique à choix retardé. Dans cette expérience, des photons intriqués sont utilisés. L'un des photons de chaque paire passe par une version de l'expérience des doubles fentes. L'autre photon est envoyé vers un détecteur séparé. Et voici le truc diabolique. En mesurant le second photon d'une certaine manière, vous pouvez effacer l'information sur le chemin pris par le premier photon. Et quand cette information est effacée, le motif d'interférence réapparaît, même si le premier photon a déjà atteint son détecteur. Même si le premier photon a déjà été mesuré. Le choix de mesure sur le second photon, effectué après que le premier photon a été détecté, semble changer rétroactivement le comportement du premier photon. Maintenant, il faut être prudent avec l'interprétation de ces expériences. Les physiciens ne disent pas que le futur influence littéralement le passé de manière causale. Mais ce qu'ils disent, c'est que la notion de ce qui s'est passé entre deux mesures n'a pas de sens en mécanique quantique. Le passé, d'une certaine manière, n'est pas fixé tant qu'il n'est pas observé, et l'intrication, en reliant deux particules à travers l'espace et le temps, rend cette étrangeté encore plus tangible et encore plus dérangeante. La deuxième raison pour laquelle l'intrication terrifie les scientifiques est la non-localité. L'univers n'a pas de distance, pas de la manière dont nous le pensons en tout cas. Si l'intrication est réelle, et nous savons maintenant qu'elle l'est, alors les expériences de Bell nous disent que soit le réalisme est faux, les particules n'ont pas de propriété définie avant la mesure, soit la localité est fausse, quelque chose peut être corrélé instantanément à travers n'importe quelle distance, soit les deux. La plupart des physiciens acceptent que la localité, au moins dans un certain sens, est violée par l'intrication. Pas dans le sens que des signaux voyagent plus vite que la lumière, nous avons vu que ce n'est pas le cas, mais
dans le sens que l'univers est fondamentalement non local. Les corrélations entre particules intriquées ne peuvent pas être expliquées par des causes locales. Il n'y a pas de mécanisme classique, pas de signal, pas d'onde, pas de force qui peut rendre compte de ces corrélations. Elles existent simplement comme une propriété fondamentale de la réalité. Le physicien David Bohm, qui a développé une interprétation alternative de la mécanique quantique, appelée la mécanique bohmienne ou la théorie de l'onde pilote, a beaucoup réfléchi à cette non-localité. Pour Bohm, l'intrication révélait quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Il a proposé le concept d'ordre impliqué, un niveau de réalité plus profond dans lequel toutes les choses sont interconnectées, entrelacées, indivisibles. Ce que nous percevons comme des objets séparés dans l'espace et le temps, ce que Bohm appelait l'ordre expliqué, n'est qu'une manifestation superficielle d'une réalité plus profonde dans laquelle tout est un. L'intrication n'est pas un phénomène bizarre qui se produit entre deux particules séparées. C'est un aperçu de la véritable nature de la réalité, dans laquelle la séparation elle-même est une illusion. Pensez à ce que cela signifie. Vous êtes assis là, en ce moment, et vous pensez être un individu séparé du reste de l'univers. Vous pensez que vous êtes ici et que le reste du monde est là-bas. Mais si Bohm a raison, cette séparation est une illusion. À un niveau plus profond, vous et l'étoile la plus lointaine et le grain de sable sur une plage et la particule à l'intérieur d'un trou noir, vous êtes tous une seule chose indivisible. La distance est une illusion, la séparation est une illusion. Il n'y a qu'un seul univers et il est entier, complet, unifié. La troisième raison pour laquelle l'intrication terrifie les scientifiques est le problème de la mesure. Après presque un siècle de mécanique quantique, après des milliers d'expériences confirmant ces prédictions avec une précision hallucinante, nous ne savons toujours pas ce que la mesure signifie. Nous ne savons toujours pas ce qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde, et l'intrication rend ce problème encore plus aigu. Quand vous mesurez une particule intriquée, la fonction d'onde du système entier s'effondre instantanément. La particule que vous mesurez prend un état défini et sa partenaire, où qu'elle soit dans l'univers, prend instantanément un état corrélé. Mais qu'est-ce qui déclenche cet effondrement? Est-ce l'interaction avec le détecteur? Est-ce l'enregistrement du résultat par un ordinateur? Est-ce le moment où un être humain regarde le résultat? Qu'est-ce qui compte comme une mesure? Qu'est-ce qui compte comme un observateur? Le physicien Eugene Wigner a poussé cette question jusqu'à ses limites avec son expérience de pensée connue sous le nom de l'ami de Wigner. Imaginez un laboratoire fermé dans lequel un scientifique, l'ami de Wigner, effectue une mesure sur une particule quantique. Selon l'interprétation de Copenhague, la mesure de l'ami provoque l'effondrement de la fonction d'onde. La particule prend un état défini. L'ami voit un résultat précis. Tout est clair à l'intérieur du laboratoire. Mais maintenant, considérons les choses du point de vue de Wigner, qui est à l'extérieur du laboratoire. Pour Wigner, le laboratoire entier, y compris son ami, est un système quantique. Et Wigner n'a pas encore ouvert la porte du laboratoire. Il n'a pas encore regardé le résultat. Donc, du point de vue de Wigner, la fonction d'onde ne s'est pas encore effondrée. L'ami de Wigner est dans une superposition d'états, avoir vu spin vers le haut et avoir vu spin vers le bas. L'ami est, d'une certaine manière, dans la même situation que le chat de Schrödinger. Mais c'est absurde. L'ami est un être humain conscient.
Il a certainement une expérience définie. Il a vu un résultat précis. Il ne se sent pas dans une superposition. Alors, qui a raison? L'ami qui dit que la fonction d'onde s'est effondrée quand il a fait la mesure, ou Wigner qui dit que la fonction d'onde ne s'est pas effondrée parce que lui n'a pas encore regardé. La mécanique quantique ne nous donne pas de réponse claire à cette question. Et l'intrication rend le paradoxe encore plus aigu, car si l'ami et la particule sont intriqués après la mesure, le problème de savoir qui est intriqué avec quoi et quand exactement l'effondrement se produit devient encore plus complexe. Des versions étendues du paradoxe de l'ami de Wigner ont été proposées récemment, avec des résultats troublants. En 2018, le physicien Czaslaw Bruckner a montré que si l'on combine deux expériences de l'ami de Wigner, on arrive à des contradictions avec certaines hypothèses que la plupart des physiciens considèrent comme fondamentales. Ces travaux suggèrent que soit les faits observés sont relatifs à l'observateur, c'est-à-dire que deux observateurs différents peuvent avoir des descriptions de la réalité qui sont mutuellement incompatibles, soit l'une de nos hypothèses fondamentales sur le monde est fausse. Nous utilisons la mécanique quantique depuis 100 ans. C'est la théorie la plus réussie de l'histoire de la science. Elle est à la base de toute l'électronique moderne, des lasers, des semi-conducteurs, de l'imagerie médicale par résonance magnétique et bien plus encore. Et nous ne comprenons toujours pas ce qu'elle signifie. Nous ne comprenons toujours pas ce qu'est la mesure. Nous ne comprenons toujours pas ce que l'intrication nous dit sur la nature de la réalité. C'est profondément troublant. La quatrième raison pour laquelle l'intrication terrifie les scientifiques est l'interprétation des mondes multiples. En 1957, un jeune physicien américain nommé Hugh Everett a proposé une solution radicale au problème de la mesure. Sa solution était simple, élégante et absolument terrifiante. Selon Everett, la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Quand une mesure est effectuée sur un système quantique en superposition, l'univers entier se divise en branches. Dans une branche, la mesure donne un résultat. Dans une autre branche, la mesure donne un autre résultat. Toutes les branches sont également réelles. Toutes les possibilités se réalisent dans des univers parallèles. Revenons à notre expérience d'intrication. Vous mesurez le spin d'un électron intriqué et trouvez spin vers le haut. Dans l'interprétation de Copenhague, la fonction d'onde s'effondre et le résultat alternatif, spin vers le bas, disparaît. Mais dans l'interprétation des mondes multiples, les deux résultats se produisent. L'univers se divise. Dans une branche, vous trouvez spin vers le haut et votre partenaire trouve spin vers le bas. Dans l'autre branche, vous trouvez spin vers le bas et votre partenaire trouve spin vers le haut. Les deux branches sont réelles. Vous existez dans les deux. Mais les deux versions de vous ne peuvent pas communiquer entre elles. Elles sont séparées par une barrière d'intrication. Et cette division se produit à chaque mesure quantique, partout dans l'univers, à chaque instant. Chaque interaction entre particules, chaque fois qu'un photon frappe un atome, chaque fois qu'un électron change de niveau d'énergie, l'univers se divise en branches. Le nombre de branches est inconcevablement grand, plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers observable, plus grand que n'importe quel nombre que vous pourriez imaginer. En ce moment même, selon cette interprétation, il existe un nombre infini de versions de vous, chacune vivant dans un univers légèrement ou radicalement différent. Dans certaines de ces branches, vous n'êtes jamais né. Dans d'autres, vous êtes devenu
président. Dans d'autres encore, les dinosaures n'ont jamais disparu. Chaque possibilité, aussi improbable soit-elle, se réalise dans une branche de l'univers. Et toutes ces branches sont connectées par l'intrication. L'intrication n'est pas seulement un lien entre deux particules. C'est le mécanisme par lequel les univers parallèles se séparent et restent séparés. L'interprétation des mondes multiples est prise très au sérieux par de nombreux physiciens parmi les plus éminents du monde. Sean Carroll, David Deutsch, Max Tegmark, parmi d'autres, considèrent que c'est l'interprétation la plus naturelle et la plus logique de la mécanique quantique. Elle est élégante, elle est cohérente, elle ne nécessite aucun mécanisme spécial d'effondrement. Mais elle a un prix, ce prix est la réalité de tous les mondes possibles. Ce prix est l'acceptation que nous ne sommes qu'une branche parmi une infinité, qu'il n'y a rien de spécial ou d'unique à notre expérience de la réalité. La cinquième raison pour laquelle l'intrication terrifie les scientifiques est qu'elle met le libre arbitre en danger. Nous avons vu que les expériences de Bell ont définitivement réfuté le réalisme local, mais elles l'ont fait en supposant que les choix de mesure sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prédéterminés ni corrélés avec les propriétés des particules mesurées. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du libre choix. Mais que se passe-t-il si cette hypothèse est fausse? C'est l'option du superdéterminisme. Et c'est peut-être la plus terrifiante de toutes les options sur la table. Le superdéterminisme propose que tout dans l'univers est déterminé depuis le Big Bang. Chaque particule, chaque interaction, chaque choix de mesure, chaque pensée dans votre cerveau, tout est le résultat inévitable des conditions initiales de l'univers. Les expérimentateurs qui choisissent les angles de mesure ne font pas vraiment de choix. Leurs décisions sont prédéterminées par l'état initial de l'univers et elles sont corrélées avec les propriétés des particules d'une manière que nous ne pouvons pas détecter. Si le superdéterminisme est vrai, alors les violations de l'inégalité de Bell ne signifient rien. Elles ne prouvent ni la non-localité, ni le rejet du réalisme. Elles sont simplement le résultat de corrélations initiales entre les choix de mesure et les propriétés des particules. Le réalisme local pourrait être sauvé, mais au prix du libre arbitre. Au prix de toute notion de choix, de liberté, de hasard. Tout serait déterminé depuis le début. Le physicien Gerard T. Hooft, prix Nobel de physique, a travaillé sur des modèles superdéterministes. Mais la plupart des physiciens trouvent cette option encore plus troublante que la non-localité. Car si le superdéterminisme est vrai, alors la science elle-même perd son sens. Comment peut-on faire des expériences significatives si les résultats sont prédéterminés? Comment peut-on tester des théories si les choix de test ne sont pas libres? Le superdéterminisme ne détruit pas seulement le libre arbitre, il détruit les fondements même de la méthode scientifique. Et pourtant, nous ne pouvons pas le réfuter. C'est l'une des options logiquement possibles. Et c'est ce qui terrifie les scientifiques. Nous sommes coincés entre des options toutes plus troublantes les unes que les autres. Soit la réalité n'existe pas avant l'observation, soit l'univers est non local, soit le libre arbitre n'existe pas, soit toutes ces choses à la fois. Il n'y a pas d'option confortable. Il n'y a pas de porte de sortie rassurante. Quelle que soit l'interprétation que vous choisissez, la réalité est bien plus étrange que ce que quiconque aurait pu imaginer il y a un siècle. La sixième raison pour laquelle
l'intrication terrifie les scientifiques, concerne la conscience. Ce mot, conscience, est le plus grand mystère qui existe. La science peut expliquer les orbites des planètes, la structure des atomes, l'évolution de la vie. Mais elle ne peut pas expliquer pourquoi vous avez une expérience subjective. Pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être vous? Pourquoi les signaux électriques dans votre cerveau produisent-ils des couleurs, des sons, des émotions, une sensation d'existence? C'est ce que le philosophe David Chalmers appelle le problème difficile de la conscience. Et certains scientifiques pensent que l'intrication quantique pourrait être liée à la conscience. L'idée que la conscience joue un rôle dans la mécanique quantique n'est pas nouvelle. John von Neumann, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, et Eugene Wigner, prix Nobel de physique, ont tous deux suggéré que la conscience pourrait être le facteur qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde. Dans cette interprétation, ce n'est pas n'importe quelle interaction qui compte comme une mesure. C'est spécifiquement l'observation par un être conscient qui force la réalité à prendre une forme définie. Plus récemment, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une théorie audacieuse appelée la réduction objective orchestrée. Selon cette théorie, la conscience émerge de processus quantiques qui se produisent à l'intérieur des neurones du cerveau, spécifiquement dans des structures appelées microtubules. Les microtubules sont de minuscules tubes faits de protéines qui forment le squelette interne des cellules. Penrose et Hameroff suggèrent que les superpositions quantiques dans ces microtubules atteignent un seuil critique et s'effondrent selon un processus lié à la gravité quantique. Et ces effondrements, ces moments de réduction objective, sont les moments de conscience. Si cette théorie est correcte, l'intrication pourrait jouer un rôle crucial dans la conscience. Les superpositions quantiques dans les microtubules de différents neurones pourraient être intriquées, créant un état quantique cohérent à travers le cerveau. Ce serait cet état intriqué à grande échelle qui donnerait naissance à l'unité de l'expérience consciente, au fait que vous avez une seule expérience unifiée plutôt qu'une collection de perceptions fragmentées. Maintenant, soyons clairs. Cette théorie est très controversée. De nombreux physiciens et neuroscientifiques la rejettent. Ils argumentent que le cerveau est trop chaud et trop désordonné pour que des processus quantiques cohérents puissent survivre suffisamment longtemps pour jouer un rôle significatif. La décohérence, le processus par lequel les superpositions quantiques sont détruites par l'interaction avec l'environnement, se produit extrêmement rapidement dans les systèmes biologiques. Il semble impossible que des états quantiques puissent rester cohérents dans le cerveau pendant les durées nécessaires. Mais des recherches récentes ont montré que des processus quantiques peuvent survivre dans des systèmes biologiques beaucoup plus longtemps que prévu. La photosynthèse, la navigation des oiseaux et d'autres phénomènes biologiques semblent impliquer des effets quantiques à des échelles et des durées surprenantes. Il est possible, juste possible, que le cerveau ait trouvé un moyen d'exploiter les effets quantiques que nous ne comprenons pas encore. Et si la conscience est un phénomène quantique, si elle est liée à l'intrication, alors les implications sont stupéfiantes. Cela signifierait que la conscience n'est pas simplement produite par le cerveau comme un sous-produit de l'activité neuronale. Cela signifierait que la conscience est liée au fondement même de la physique, au tissu même de la réalité.
La conscience ne serait pas un accident de la biologie. Elle serait une caractéristique fondamentale de l'univers. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces raisons vous terrifie le plus? La non-existence de la réalité avant l'observation. La non-localité, le problème de la mesure. Les mondes multiples, la mort du libre arbitre, ou le mystère de la conscience. Nous sommes profondément dans le terrier du lapin maintenant, et nous ne sommes pas encore terminés, car ce qui vient ensuite, c'est là où la science rencontre la science-fiction. L'intrication quantique n'est pas seulement un phénomène philosophiquement troublant, c'est aussi une ressource technologique extraordinaire. Et les technologies basées sur l'intrication vont transformer notre monde d'une manière que nous commençons à peine à imaginer. Parlons d'abord de l'informatique quantique. Un ordinateur classique, comme celui que vous utilisez pour regarder ce documentaire, traite l'information sous forme de bits. Chaque bit est soit un 0, soit un 1. C'est simple, binaire, et c'est la base de toute l'informatique moderne. Mais un ordinateur quantique utilise des qubits, des bits quantiques. Et un qubit, grâce à la superposition, peut être à la fois 0 et 1 simultanément. C'est déjà puissant, mais la vraie puissance vient de l'intrication. Quand deux qubits sont intriqués, leurs états sont corrélés de la manière que nous avons décrite. Et quand vous effectuez une opération sur l'un d'eux, cela affecte instantanément l'autre. Cela permet aux ordinateurs quantiques de traiter des quantités massives d'informations simultanément, de manière exponentiellement plus efficace que les ordinateurs classiques pour certains types de problèmes. Avec 2 qubits, vous pouvez traiter 4 états simultanément. Avec 3 qubits, 8 états. Avec n qubits, 2 à la puissance n états. Avec 300 qubits intriqués, vous pourriez traiter simultanément plus d'états qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Les entreprises comme Google, IBM, Microsoft et des startups comme IonQ, Rigetti et Psyquantum, ainsi que des institutions gouvernementales en Chine, en Europe et ailleurs, investissent des milliards dans le développement d'ordinateurs quantiques. En 2019, Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique, c'est-à-dire qu'un de leurs processeurs quantiques a résolu un problème spécifique en quelques minutes qui aurait pris des milliers d'années au superordinateur classique le plus puissant du monde. La Chine a fait des annonces similaires avec ses propres systèmes quantiques. Qu'est-ce que les ordinateurs quantiques pourraient faire? Ils pourraient simuler des molécules et des réactions chimiques avec une précision impossible pour les ordinateurs classiques, ce qui révolutionnerait la découverte de médicaments, la science des matériaux et la chimie. Ils pourraient optimiser des systèmes complexes comme les chaînes logistiques mondiales, le trafic aérien ou les portefeuilles financiers. Ils pourraient former des modèles d'intelligence artificielle exponentiellement plus puissants. Et ils pourraient briser pratiquement tous les systèmes de cryptographie utilisés actuellement sur Internet. Ce dernier point est particulièrement troublant. La sécurité de vos transactions bancaires, de vos communications privées, de vos données médicales, tout repose sur des algorithmes de cryptographie qui sont sûrs parce qu'ils sont trop difficiles à casser pour les ordinateurs classiques. Mais un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait les casser en quelques heures, voire quelques minutes. Toute la sécurité numérique du monde moderne repose sur des problèmes mathématiques que les ordinateurs quantiques pourraient résoudre. C'est une autre raison pour laquelle les scientifiques et les gouvernements et les militaires s'intéressent autant à l'intrication quantique. Mais l'intrication offre aussi un antidote à cette menace.
car l'intrication permet une forme de communication qui est fondamentalement, mathématiquement, physiquement impossible à intercepter. C'est la cryptographie quantique, et plus spécifiquement, la distribution quantique de clés. Le principe est simple et élégant. Deux personnes, appelons-les Alice et Bob, partagent des paires de particules intriquées. Elles effectuent des mesures sur ces particules et utilisent les résultats pour générer une clé de cryptage partagée. La beauté du système est que si quelqu'un, appelons-le Eve, essaie d'intercepter les particules pour obtenir la clé, l'acte même d'interception perturbe l'intrication. Les corrélations entre les particules d'Alice et Bob sont altérées. Alice et Bob peuvent détecter cette altération en comparant un sous-ensemble de leurs résultats. Si les corrélations ne sont pas conformes aux prédictions quantiques, ils savent que quelqu'un écoute. Ce n'est pas seulement difficile à pirater, c'est impossible à pirater. La sécurité n'est pas basée sur la difficulté d'un problème mathématique qui pourrait être résolu par un ordinateur plus puissant. Elle est basée sur les lois fondamentales de la physique. Pour pirater une communication protégée par la cryptographie quantique, il faudrait violer les lois de la mécanique quantique. Et les lois de la mécanique quantique ne peuvent pas être violées. C'est la première technologie de communication dans l'histoire qui est garantie sûre par la physique elle-même. La Chine a été à l'avant-garde du développement de la communication quantique. En 2016, elle a lancé le satellite Micius, le premier satellite de communication quantique au monde. Micius a été utilisé pour distribuer des clés quantiques entre des stations terrestres séparées par des milliers de kilomètres et même pour réaliser la téléportation quantique de l'espace à la Terre. La Chine a aussi construit un réseau de communication quantique terrestre de 2000 km reliant Pékin à Shanghai. D'autres pays développent leur propre réseau quantique. L'Europe, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, tous investissent massivement dans cette technologie. Parlons maintenant de la téléportation quantique. Le mot téléportation évoque immédiatement Star Trek, le transpondeur, la dématérialisation dans un endroit et la rematérialisation dans un autre. La téléportation quantique n'est pas exactement cela, mais elle est, à sa manière, tout aussi remarquable. La téléportation quantique est le processus par lequel l'état quantique d'une particule est transféré d'un endroit à un autre sans que la particule elle-même ne voyage, et l'intrication est la clé de ce processus. Voici comment cela fonctionne, de manière simplifiée. Alice veut envoyer l'état quantique d'une particule A à Bob. Alice et Bob partagent une paire de particules intriquées que nous appellerons B pour Alice et C pour Bob. Alice effectue une mesure conjointe sur les particules A et B. Cette mesure donne un résultat aléatoire que Alice communique à Bob par un canal classique, comme un appel téléphonique ou un email. Sur la base de cette information classique, Bob effectue une opération sur sa particule C. Et le résultat est que la particule C de Bob est maintenant dans exactement le même état quantique que la particule A d'Alice l'était avant la mesure. L'état a été téléporté d'Alice à Bob. Notez plusieurs choses fascinantes. La particule A d'Alice est détruite dans le processus. Son état quantique est détruit par la mesure conjointe. C'est inévitable, car le théorème de non-clonage interdit de copier un état quantique. Vous ne pouvez pas avoir l'original et la copie. C'est le transfert, pas la duplication. Notez aussi que la téléportation quantique nécessite un canal classique pour transmettre l'information de mesure d'Alice à Bob.
Ce canal classique est limité par la vitesse de la lumière. Donc, la téléportation quantique ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière. Mais elle permet de transmettre un état quantique avec toutes ses subtilités et sa richesse quantique, chose qui serait impossible par des moyens classiques. La téléportation quantique a été réalisée expérimentalement de nombreuses fois. Elle a été démontrée avec des photons, des atomes, des ions piégés. Elle a été réalisée sur des distances de plus de 1000 km à l'aide du satellite Micius. Et elle est un élément essentiel de nombreux protocoles de communication quantique et d'informatique quantique. Et puis, il y a les capteurs quantiques. L'intrication peut être utilisée pour créer des capteurs d'une sensibilité sans précédent. En intriquant les particules utilisées dans un capteur, on peut réduire le bruit quantique, cette incertitude fondamentale qui limite la précision de toute mesure. Des capteurs quantiques pourraient mesurer les champs gravitationnels avec une précision suffisante pour détecter des tunnels ou des cavités souterraines. Ils pourraient mesurer les champs magnétiques avec une précision suffisante pour détecter l'activité neuronale individuelle dans le cerveau. Ils pourraient mesurer le temps avec une précision suffisante pour tester les prédictions les plus subtiles de la relativité générale. Et enfin, il y a la vision d'un Internet quantique. Un réseau mondial qui utilise l'intrication comme ressource de communication. Un tel réseau ne remplacerait pas l'Internet classique. Il s'ajouterait à lui, créant une deuxième couche de communication fondamentalement différente et infiniment plus sécurisée. Dans un Internet quantique, les nœuds seraient connectés par des liens d'intrication. L'information serait téléportée d'un nœud à un autre. L'ensemble du réseau serait protégé par les lois de la mécanique quantique contre toute tentative d'interception. Et les ordinateurs quantiques distribués dans le réseau pourraient combiner leurs ressources pour résoudre des problèmes d'une complexité inimaginable. La construction d'un Internet quantique nécessite des avancées technologiques significatives. Des répéteurs quantiques capables de prolonger la portée de l'intrication sans la détruire sont nécessaires. L'échange d'intrication, un processus par lequel deux particules qui n'ont jamais interagi deviennent intriquées grâce à des mesures effectuées sur des particules intermédiaires, est un élément clé de cette technologie. Des progrès remarquables sont réalisés dans ce domaine et de nombreux experts pensent qu'un Internet quantique fonctionnel pourrait voir le jour dans les prochaines décennies. Nous allons maintenant explorer un aspect de l'intrication qui est peut-être le plus surprenant de tous. L'intrication dans la nature, dans les systèmes biologiques vivants. Car la nature, il s'avère, a découvert l'intrication quantique bien avant nous.